Bonjour à tout le monde. Voilà, je vais pas être très longue, hein, juste un petit mot d'introduction pour vous remercier déjà de participer donc à à ce webinaire donc qui est prévu pour 1 heure. J'excuse déjà ma collègue Lara de Jacquier qui travaille à la cellule des stratégies transversales et qui ne sera pas présente aujourd'hui pour cette petite présentation. Donc voilà. Alors, un petit mot d'introduction concernant la mise en place de la plateforme DNSH. Donc, c'est dans ce contexte-là que nous avons organisé en collaboration donc avec MBuild, en collaboration avec le SPW Arne et en collaboration avec le Buildwise, ce webinaire, parce que nous travaillons depuis déjà maintenant euh, plus de 2 ans sur une plateforme DNSH qui avait été créée à l'initiative donc du SPW, la cellule des stratégies transversales et de la direction du développement durable, pour pouvoir rencontrer les besoins en matière de DNSH dans le cadre des financements PNRR. Donc, on voulait soutenir les porteurs de projets qui devaient satisfaire ces conditions DNSH pour pouvoir bénéficier de fonds européens. Donc, je dis ça pour les personnes qui ne sont pas évidemment habituées à cette plateforme DNSH. Aujourd'hui, nous avons voulu ouvrir ce webinaire à tout le monde parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées et beaucoup plus de personnes que ceux qui sont membres de la plateforme. Donc, cette plateforme, c'est qui? Ce sont des représentants, donc des organismes que vous voyez sous vos yeux et qui ont des projets donc financés par l'Europe. Quels sont les objectifs de cette plateforme? Donc, quand elle a été mise en place, c'était de soutenir donc les personnes les porteurs de projets qui doivent satisfaire ce principe, qui se posent des questions, mais plutôt que de se les poser chacun dans son coin, on estimait important de partager, donc que ce soit les difficultés, que ce soit les bonnes pratiques, mais aussi les questionnements, et finalement de capitaliser sur les expériences des uns et des autres pour pouvoir avancer donc ensemble, voilà, sur les différentes thématiques qui venaient sur la table au fur et à mesure que les projets avançaient et que les questions se posaient. L'idée était aussi d'assurer une certaine cohérence des informations et des réponses aux questions qui étaient fournies voilà, pour chacun des porteurs de projets. Et puis, éventuellement, trouver des solutions donc ensemble à toutes ces questions pour pouvoir avancer donc, et respecter les principes du DNSH. Alors, autre objectif de cette plateforme, ça a été aussi de former les gens. Donc, il y a plusieurs cycles de formation qui ont été organisés dans ce contexte-là. Nous avons eu la chance de pouvoir bénéficier d'un formateur qui était représenté par Trinomix, qui était le prestataire désigné par l'Europe pour aider les différents pays à répondre aux exigences de la plateforme DNSH. Donc, ils sont venus prêter main forte. Nous avons développé également des outils, et donc aujourd'hui, nous allons vous présenter 2 de ces outils. Bon, c'est pas nous qui les avons développés, mais voilà, je veux dire, ça rentre dans le même contexte, donc on va servir aussi de plateforme de diffusion de ces outils, puisqu'elles viennent contribuer donc à la mise en œuvre du DNSH dans les projets. Et l'objectif de la plateforme était aussi d'assurer des contacts non seulement avec le niveau fédéral et avec le niveau européen. Donc pour la suite, nous souhaitons, peut-être pas au même rythme et peut-être pas avec les mêmes particularités, mais poursuivre la mise en œuvre de cette plateforme et quand même assurer quelques rencontres récurrentes. Parce que si cette plateforme a été mise en place dans le cadre du fonds PNRR, il y a d'autres fonds européens qui vont suivre. Et donc c'est intéressant aussi de pouvoir garder ce lien pour pouvoir satisfaire le fonds social climat, les fonds FEDER, et aussi aller dans le sens du fameux MMF, qui est le cadre financier pluriannuel qui est en train de se mettre en place progressivement. Et donc, il y aura encore des questions par rapport à la mise en œuvre du DNSH dans les années futures par rapport à cette thématique et donc par rapport au fonds européen. Donc, voilà, on a créé aussi une adresse email dnsh@spw.wallonie.be où vous pouvez poser des questions. Alors, pour certains qui nous connaissent depuis un petit peu plus longtemps, c'est Hugo Jamin de la CST qui était à la manœuvre par rapport
au DNSH. Et donc ici, nous avons constitué une petite équipe au niveau du SPW pour pouvoir satisfaire un maximum de réponses dans les meilleurs temps, mais on n'a pas tous les éléments que Hugo Jamin possédait. Donc, on fait de notre mieux pour pouvoir répondre dans les temps. Alors, je vous parlais de différents outils. Il y a une page web qui existe. Bon, vous ne la voyez pas ici, c'est pas actif, mais on vous mettra le lien complet pour que vous puissiez accéder, qui se trouve sur le site internet du développement durable. Il y a une page qui présente les principes du DNSH dans les grandes lignes et qui présente aussi donc les outils qui ont été développés au fur et à mesure. Voilà. Alors, je vais maintenant, après cette brève introduction, je vais maintenant passer la parole à Anne Dumont et à Sophie Ibrahim pour vous présenter l'outil de calcul qui est en lien avec les exigences, voilà, qui est en lien avec les exigences en matière de déchets de construction dans les chantiers de construction. Donc Anne Dumont, qui est coordinatrice au niveau pour la gestion des flux et pour le PWDR. Excuse-moi Anne, j'ai trifouillé là, mais donc au SPW Arne. Et Sophie, qui est conseillère environnement chez MBuild. Voilà, la deuxième partie donc, concernera plutôt les substances dangereuses et sera présentée par Erinx. Mais entre-temps, nous aurons une version de questions-réponses. Voilà, j'ai arrêté mon partage. Donc, si Sophie, Anne souhaitez prendre la main, je vous laisse partager votre écran. Merci beaucoup, Sylvie. Donc, bonjour à toutes et tous. Effectivement, je travaille au département du sol et des déchets. Et on travaille de longue date, main dans la main aussi avec MBuild sur cette question. Alors, je voulais peut-être vous redonner un petit élément de contexte. Vous devez savoir que la directive cadre déchets, qui est le cadre juridique européen qui fixe un certain nombre d'obligations aux États membres en matière de prévention et de gestion de déchets, contient depuis quelques années un objectif pour les États membres en termes de valorisation, ce mot-là étant entendu au sens large, de valorisation des déchets de construction non dangereux, qui est de 70%. Et dans le cadre du DNSH, dans le cadre des outils soumis au DNSH, l'Union européenne a jugé opportun que cet objectif, qui était un objectif global à atteindre par les États membres, soit décliné par projet régi par le DNSH. Et donc cet objectif, on s'est posé la question de savoir comment on allait pouvoir vous aider à l'établir, à le justifier, puisqu'on parle aussi de justifier ça dans le cadre des rapports à remettre. La réflexion est partie d'un outil qui avait déjà été développé au niveau du groupe de travail déchets du CCTB, qui était justement un template de plan de gestion des déchets de chantier, sachant que le CCTB prévoit que les entreprises de construction doivent établir un plan de gestion des déchets de chantier. Évidemment, ça suppose que la prescription ait été reprise dans les cahiers des charges spécifiques. Et ce template de plan de gestion de déchets développé avec MBuild et validé en groupe de travail déchets a servi de base finalement à l'établissement d'un outil plus large permettant, pour autant qu'il soit correctement complété, il va sans dire, de calculer automatiquement le taux de valorisation des déchets. Donc voilà, je laisse tout de suite à Sophie le soin de présenter dans le détail cet outil. Je vous remercie. C'est parfait. Bonjour à tous. Donc, vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Super, magnifique. Donc, comme Anne l'a présenté, je vais vous expliquer comment utiliser le plan de gestion des déchets matériaux, qui est l'outil que nous avons développé pour pouvoir faire le suivi de sa gestion des déchets et de son respect de valorisation de 70% des déchets. Donc, l'objectif de l'outil, c'est bien sûr d'établir un plan de gestion des déchets du chantier, de suivre les flux de déchets et leur filière de traitement et d'assurer une traçabilité des transporteurs de destination pour ensuite pouvoir aussi calculer les indicateurs tels que notamment cette conformité au principe du DNSH.
Donc, concrètement, l'outil va nous permettre de savoir qui a transporté quels déchets, en quelle quantité, vers quelle destination et pour quel type de traitement. D'un point de vue valeur ajoutée pour l'entreprise qui va l'utiliser, il va permettre d'avoir une vue globale sur la gestion des déchets et donc de pouvoir l'analyser et l'optimiser d'un point de vue logistique, environnemental et économique. Donc, juste pour rappel, le décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique rappelle qu'il incombe bien aux producteurs ou aux détenteurs de déchets la responsabilité de gérer ces déchets correctement de la production jusqu'à la valorisation ou l'élimination. Donc, je vais vous expliquer maintenant comment concrètement utiliser l'outil. Donc, tout d'abord, la structure du fichier. Vous allez voir ici que vous avez plusieurs onglets avec des codes couleurs. Donc, nous commençons par l'onglet mode d'emploi qui est en rouge, ainsi que 2 onglets en jaune, un en vert, en bleu et en blanc. Il faut savoir qu'il n'y a que 2 onglets qui vont nécessiter une intervention de votre part, ce sont ceux en jaune, donc généralité, spécificité et tableau. L'onglet vert va se calculer automatiquement et le reste des onglets est juste là pour des informations utiles. Dans le mode d'emploi, vous allez avoir vraiment le détail de comment utiliser l'outil, mais il est aussi possible de l'utiliser sans devoir chaque fois faire recours à ce mode d'emploi. C'est vraiment juste la version très détaillée. Une chose à savoir, c'est que dans toutes les cellules qui disposent d'un triangle rouge dans le coin supérieur droit sont des cellules qui sont dotées d'une note explicative. Et donc, il suffit de survoler la cellule pour que le petit cadre avec la note explicative s'affiche. Vous le verrez dans plusieurs endroits dans le tableau. Il y a souvent un petit coin pour pouvoir juste faire un rappel simple et pouvoir utiliser le tableau sans devoir faire recours au mode d'emploi. Vous avez ensuite ici la description des différents onglets, comme je vous ai dit, ce qui est à compléter, ce qui est automatique et ce qui est informatif. Donc, on va commencer par ici. Donc, les onglets à compléter, les onglets jaunes, nous avons généralité, spécificité et les tableaux. Donc, l'onglet de généralité, spécificité va nous permettre d'identifier le chantier pour lequel nous faisons le plan. Donc, les informations générales. Il va nous permettre d'encoder les entreprises qui vont être impliquées dans la gestion des déchets, donc c'est-à-dire les transporteurs, les collecteurs, les centres de tri, de recyclage, d'élimination, etc. On va directement passer dans cet onglet pour que je vous montre. Donc, toujours ici un petit rappel de comment pouvoir remplir le tableau. On va commencer par l'identification du projet avec toutes les coordonnées. Dès que vous avez quelque chose qui est écrit en orange, ça veut dire que vous aurez un choix dans une liste à sélectionner. Tout ce qui n'a pas de code orange est libre d'écriture. Donc, dans l'identification du projet, on va déterminer quel type de bâtiment, s'il est résidentiel ou non, quel type de chantier, construction, déconstruction, etc. La superficie et les coordonnées du maître d'ouvrage. Ensuite, on va avoir les coordonnées de l'adjudicateur, du gérant, et ainsi que s'il y a une personne responsable de la gestion des déchets, d'avoir son contact ici. Cet outil, il est bien sûr à destination de vous, si vous l'utilisez, et donc il ne tient qu'à vous de remplir les informations qui sont là, mais évidemment, c'est pour plus de facilité. On va ensuite arriver à une case une section sur l'information relative à la gestion des déchets, qui va nous faire prendre conscience du fait qu'on ait un inventaire déchets matériaux ou pas prévu pour le chantier. S'il y a des clauses ou des prescriptions relatives soit à la gestion des déchets ou au respect du principe DNSH dans le cahier des charges. S'il y a un plan de stockage des déchets à joindre du coup à ce document-ci et à partir de quand et jusqu'à quand les travaux vont-ils générer des déchets. Si vous avez un phasage, vous pouvez également l'ajouter.
Ensuite, on va arriver à la section qui va nous permettre d'encoder toutes les entreprises qui vont intervenir dans la gestion des déchets. Donc, tout d'abord, la destination. Donc, ça va être le nom de la société, du centre de gestion, destination, de tri, etc. Ici, j'ai mis 2 petits exemples pour qu'on puisse voir après comment ça va avoir son utilité. L'intérêt, c'est qu'on puisse encoder toutes les entreprises qui vont intervenir une seule fois pour qu'après, on puisse les sélectionner automatiquement plus tard dans l'onglet tableau. On verra ça après. Évidemment, si vous savez déjà avec qui vous allez traiter, vous pouvez déjà les encoder dès le début du chantier, mais c'est évidemment aussi complétable au fur et à mesure de l'avancée du chantier si vous avez de nouvelles informations. On va faire exactement la même chose après pour les transporteurs-collecteurs en mettant le nom des sociétés. Ici, n'oubliez pas de vous indiquer vous-même si vous êtes agréé pour le transport de déchets et que vous transportez vous-même vos déchets. Et d'encoder les coordonnées. Donc ça, c'est tout ce qu'il faut faire pour l'onglet Généralité spécificité. On va ensuite se rendre sur l'onglet Tableau. L'onglet Tableau, il va être divisé en plusieurs familles de déchets. Donc on aura les inertes, les non dangereux et les dangereux ici. L'objectif de ce tableau, c'est vraiment d'encoder toutes les fractions de déchets qu'on va retrouver sur notre chantier, en fonction évidemment de la famille dont ils font partie. On va donc encoder quel type de déchet, son code de Wallon des déchets, donc comme vous le savez, chaque déchet a son code d'identification. On va ensuite pouvoir voir comment on le stocke, comment on le trie, la quantité, en quelle unité, et on viendra ici juste après. Donc ici, on a déjà pré-encodé certaines fractions qui sont les plus communes durant les chantiers de construction, mais vous pouvez bien sûr supprimer des lignes et vous pouvez bien sûr en ajouter. La raison pour laquelle ici vous voyez par exemple 3 fois béton, c'est que on va pouvoir avoir des conditions différentes par rapport à quantité de déchets. Donc imaginons, je génère d'abord toute une quantité de déchets de béton, je lui note son code de déchets Wallon. Comment est-ce que je le stocke? Là, vous avez un petit choix, comme ici, vous voyez le triangle rouge au-dessus, vous savez que vous pouvez voir comment compléter la case. Donc on va choisir comment est-ce qu'on le stocke. Ici, j'ai choisi que je le stockais en conteneur. Comment est-ce que je le trie? Je le trie hors chantier, en centre de tri recyclage. Vous avez plusieurs choix, sur chantier, hors chantier, siège de l'entreprise ou hors chantier, centre de tri recyclage. Si vous avez des mesures de précaution supplémentaires, vous pouvez la noter ici. La note explicative vous expliquera quel type de mesures, par exemple, vous pouvez mettre, donc typiquement des bacs de rétention, l'humidification de déchets, etc. Mais donc ça, c'est facultatif. Si vous avez joint un inventaire, alors vous pouvez ici noter la quantité que vous aviez estimée au préalable de votre chantier. Et ensuite, ici, nous allons noter la quantité réelle dont nous disposons à la fin. Donc, pour cet exemple-ci, j'ai encodé 25 mètres cubes. Je peux choisir mètres cubes, tonnes, pièces, mètres linéaires ou mètres carrés en fonction, évidemment, du déchet par rapport auquel je fais référence. Ici, j'ai choisi en mètres cubes. La colonne conversion en tonnes, elle est grisée. C'est une colonne automatique, donc il n'y a rien à faire de votre part. Elle va permettre de pouvoir convertir tout ce qui n'est pas en tonnes pour les éléments dont nous avons les tables de conversion, enfin, pour lesquels les tables de conversion existent. Donc ici, vous voyez que 25 mètres cubes, ben, ça va nous donner 23,25 tonnes en béton. On aura ensuite une quantité, un pourcentage de la quantité de ce déchet par rapport à la quantité totale de déchets produits. Ici, on voit que pour les déchets inertes, j'ai 65 tonnes. Dans mon exemple, j'ai 22 tonnes ici. Au total, ces 25 mètres cubes de béton vont représenter 26,7% du total de mes déchets. Alors, ici, on va pouvoir choisir comment et où vont nos déchets. Donc, à quelle destination vont-ils? Ici, hop, je peux choisir les centres de tri la destination que j'avais encodée dans l'onglet Généralité, Spécificité.
Donc, vous voyez ici que j'ai le choix entre Mbuild, Wallonitry, Recycleur SPOE. C'est bien ce que j'avais encodé ici dans mes destinations. Je peux en ajouter une autre. Hop. Et elle deviendra disponible ici. Donc, au fur et à mesure du chantier, vous pouvez rajouter des coordonnées. C'est bien sûr un outil vivant. Je vais donc choisir où j'envoie mes déchets, qui les transporte. On retrouve de nouveau les deux sociétés que j'avais mis dans mon onglet Généralité. Et alors ici, on va pouvoir choisir quelle filière ou opération de gestion va être appliquée à ce déchet. Vous avez ici un choix réemploi sur site, réemploi hors site, valorisation sur site, etc. Tous les choix. Si vous ne trouvez pas votre filière dans la liste, vous pouvez choisir autre et là, vous pourrez manuellement écrire dans la case. À titre informatif, au cas où les filières ou les mots de vocabulaire ici ne sont pas tout à fait clairs pour vous, les définitions de ces termes seront retrouvables dans l'onglet Info utile. C'est noté dans la petite note explicative de la cellule ici. Hop, définition disponible. Nous irons regarder ça juste après. Donc, la raison pour laquelle ici je peux avoir plusieurs lignes, par exemple pour les déchets béton, c'est que si la production de ces déchets arrive à différents moments dans le chantier, qu'il a déjà une fois été transporté par ma société et qu'il a été à destination des recycleurs, la fois d'après, la quantité sera peut-être transportée par Sophie Transport pour aller chez Mbuild Wallonitry par exemple, et aura peut-être une autre filière d'utilisation, enfin de valorisation après. Donc, pour chaque fraction que vous allez avoir et tous les cas de figure qui vont se présenter, vous aurez une ligne qui s'ajoute dans ce tableau. Vous faites pareil pour tous les déchets que vous avez, non dangereux et dangereux, et ça vous permet d'avoir vraiment une vue de toutes les quantités de déchets que vous avez sur votre chantier, où est-ce qu'elles ont été et comment est-ce qu'elles y ont été. Donc, toutes ces informations-là, elles vont être automatiquement prises en compte dans l'onglet taux par filière. Donc, dans celui-ci, par exemple, on voit qu'on avait 3 lignes de béton avant. Ici, elles sont regroupées en une seule ligne. On voit bien que la quantité en tonnes totale est de 65 tonnes ici. Si on revient vérifier, on voit bien qu'on avait en effet 65 tonnes de béton au total. Ce tableau va également reprendre la filière qu'on avait octroyée à ce déchet. Donc pour le béton, hop, on avait mis du réemploi hors site et l'autre, je vais juste pour l'exemple mettre enfouissement par exemple, même si ce ne sera pas un cas de figure. Hop, on vient dans la ligne du béton. On voit qu'on a 46% du béton qui est utilisé en réemploi hors site et 27% qui va aller à l'enfouissement. Donc ce tableau va vraiment pouvoir vous montrer assez visuellement où vont vos déchets et où est-ce que vous pouvez peut-être avoir des améliorations. Par exemple, vous pourrez, quelque chose qui allait à l'incinération peut potentiellement être recyclé et vous pourrez voir où faire des modifications. Donc, ce tableau va faire ça pour évidemment toutes les données que vous avez encodées dans l'onglet tableau et il va aussi également automatiquement calculer en fonction de la filière qui a été mise pour vos déchets si vous respectez le le respect du dénaissage des 70%. Si vous êtes au-dessus des 70%, la case ici deviendra automatiquement verte. Ici, si on regarde, si je mets que celui-là, par exemple, on l'a incinéré, donc bien sûr, pas de valorisation DNSH. On voit que mon respect du total DNSH est beaucoup plus faible et il n'est plus en vert.
Donc, vous avez un moyen visuel très rapide de pouvoir voir si vous satisfaisez à la condition. Dans l'onglet Informations utiles, on va retrouver un lien vers le catalogue wallon des déchets. Ça va vous permettre de pouvoir facilement aller retrouver les codes déchets pour identifier vos déchets. Ici, vous avez déjà un extrait du catalogue, donc bien sûr, il n'est pas exhaustif. Pour le catalogue exhaustif, on va sur le lien. Mais vous aurez tous les codes qui existent dans les catégories 17, donc déchets de construction et de démolition, et la catégorie 19, déchets provenant des installations de gestion des déchets, stations d'épuration, etc. Pour le calcul du DNSH et de la valorisation des 70%, seules certaines fractions évidemment sont prises en compte, les inertes et les non dangereux notamment. En jaune sont les fractions qui sont prises en compte dans le calcul de la valorisation. C'est à titre informatif, étant donné que tout est automatisé par l'onglet tableau par filière. Vous retrouverez également un lien vers le décret relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique du 9 mars 2023 et les définitions utiles qui sont issues du décret. Donc, quelle est la réelle définition d'un déchet, d'un producteur de déchets, quelle est la différence entre le regroupement et le transport, le pré-traitement, etc. Et vous aurez les définitions officielles pour vous aider. Les deux onglets blancs ici sont des onglets qu'il ne faut pas modifier ni toucher car ils ne sont là que pour le fonctionnement de l'outil. Normalement, je pense qu'ils sont bloqués, mais s'ils ne le sont pas, évitez juste d'y apporter des modifications. Tout ce qu'on a expliqué se retrouve dans le mode d'emploi ici, si jamais vous avez des doutes. Je reviens juste sur un point. Donc, je vous avais expliqué que pour l'onglet tableau, vous pouviez évidemment ajouter le nombre toutes les fractions de déchets nécessaires en rajoutant des lignes. Pour que l'outil fonctionne bien et que les formules et tous les liens entre les différentes pages continuent de fonctionner correctement, il est important pour rajouter une ligne de faire d'abord sélectionner la ligne, on fait un clic droit, copier, et puis hop, clic droit, insérer les cellules copiées. Si vous ne faites que, par exemple, insérer une nouvelle ligne vide, les formules ne vont pas s'étendre à la cellule et donc vous risqueriez de perturber le fonctionnement de l'outil. Ce que vous pouvez faire, c'est que si vous avez quand même inséré une ligne vide, vous pouvez alors ensuite prendre une autre ligne, la copier et la coller sur cette nouvelle ligne. Voilà. Et là, les formules fonctionneront. Donc ça, c'est bien expliqué ici dans le mode d'emploi avec un petit schéma illustratif. Pardon. Vous avez une petite explication concernant le DNSH, donc c'est tout ce que Anne Dumont nous a expliqué juste avant que je vous présente l'outil. Et avec ça, normalement, vous devriez pouvoir faire un super plan de gestion des déchets matériels. Voilà. Je ne sais pas s'il y a eu des questions pendant que je parlais. Merci Sophie. Je vois qu'il y a une question qui est plutôt liée à la conversion mètre cube béton-tonne. On parle de mètre cube en vrac dans le conteneur, pose-t-on la question. Sinon, un mètre cube de béton non armé égale 2200 kilos. Donc, ça, je ne sais pas. La table de conversion, elle a été reprise de données disponibles en France, si je ne m'abuse, Sophie. C'était par oui, France ou Angleterre, je ne sais plus exactement quel pays. Mais donc oui, les tables de conversion n'existent pas actuellement pour tous les éléments. Et donc ici, on parle de la conversion qu'on a eue dans l'exemple, c'était pour du béton non armé. Et donc, on a
table de conversion, du coup, qui n'est pas exactement la même que, je pense que celle que tu as citée. Voilà, c'est pour essayer de faire au mieux. Ça va peut-être pas être la partie la plus précise du plan, parce qu'évidemment, c'est pas toujours simple de pouvoir faire des conversions de mètres linéaires en termes de tonnes, mais c'est la manière la plus efficace pour simuler, en tout cas, la situation la plus réelle qui existe. Je vois qu'il y a d'autres questions, je continue. Est-il possible de mettre le tonnage s'il est connu? Cette colonne peut-elle être écrasée? Alors, juste, Dans l'unité, on peut directement mettre le tonnage puisqu'il y avait une sélection possible dont le tonnage. Donc oui, il peut être pris. Je peux partager. Donc, en effet, ici, si on a le tonnage exact, on peut simplement noter, ben voilà, ici, si je sais que j'ai exactement 40 tonnes ou 42,3, peu importe, vous pouvez simplement juste choisir l'unité tonne et elle sera ici. Si c'est pour un autre élément où vous avez déjà le tonnage, il n'y a pas de problème, vous pouvez juste mettre en tonne. alors je continue. Bonjour, le réemploi sur site est-il comptabilisé dans l'objectif des 70% de valorisation? Par exemple, une porte démontée puis remontée ailleurs sur le même chantier est-elle considérée comme ayant atteint le stade de déchet? Est-ce que je te laisse déjà répondre à ça ou est-ce que je te pose la suite de la question? Et qu'en est-il si cette porte est réutilisée dans un autre bâtiment appartenant au même maître d'ouvrage? Alors, le réemploi sur site, oui, va faire partie de la valorisation et ben, le réemploi hors site également. Donc, c'est un choix qu'on peut faire dans la filière. Hop. Réemploi sur site, réemploi hors site. Donc, même si c'est le même maître d'ouvrage, si c'est juste un chantier différent, alors on choisira le réemploi hors site. Si c'est sur le même site, ce sera du réemploi sur site et ce sera en effet calculé dans le taux de valorisation. Ouais. Sophie, je me permets juste de compléter. Si le chantier implique de démonter la porte et de la remettre, on ne parle pas de réemploi dans ce cas-là. Donc, il y a une nuance et ce sera de l'appréciation au cas par cas pour voir dans quelle mesure on parle réellement de réemploi et dans quelle mesure, en fait, ça fait partie du processus normal du chantier de démonter et de remettre. Alors, pouvons-nous encoder les données de nos sous-traitants dans le tableau? Oui. Oui, si c'est des sous-traitants qui vont avoir un impact dans la destination ou le transport, bien sûr, vous pouvez les encoder. Si vous voulez ici rajouter donc l'onglet ici en soi, vous pouvez changer si vous voulez modifier à votre sauce les parties ici qui identifient le projet. Ça, c'est libre à vous. Si vous voulez avoir une partie qui va identifier par exemple tous les sous-traitants auxquels vous faites appel, vous pouvez la rajouter aussi. Par contre, ce ne sera pas repris, sauf si c'est des transporteurs ou des centres de gestion, de tri, etc. Ils ne seront pas repris dans les restes de l'outil, étant donné que ça n'a pas d'impact sur la gestion des déchets en tant que tel. Alors, je continue. Avez-vous des retours d'expérience sur la facilité ou non d'atteindre le taux des 70% lors de chantiers de rénovation? Moi, personnellement, pas. Anne, je ne sais pas. Ben, on en a pour les chantiers qui impliquent une production importante de fractions inertes, puisque c'est la fraction lourde. Mais effectivement, lorsqu'il y a une fraction légère qui est dominante, on n'a pas eu de retour objectivement aujourd'hui. Alors, il faut savoir que dans le cas du DNSH, l'Europe fixe pour certains types de chantiers un objectif de 70% de valorisation. Lorsque cet objectif ne peut pas être atteint, il doit être justifié. Et donc, ce n'est pas un objectif absolu
à l'égard duquel vous n'auriez pas d'autre solution que de l'atteindre ou de ne pas être conforme au DNSH. Vous avez aussi la faculté, mais ça devrait être Sylvie qui peut peut-être documenter un peu plus de manière générale, lorsque l'un des objectifs du DNSH ne peut pas être atteint, les modes de justification ou de preuve qui devraient être apportés. Effectivement, je ne sais pas si on m'entend, si on me voit, je n'arrive pas à remettre ma caméra. Effectivement, quand on ne peut pas atteindre un objectif, il faut toujours pouvoir le justifier. C'est vrai notamment dans le cadre de l'achat de matériaux de réemploi. Si les matériaux ne sont pas disponibles sur le marché, il faut expliquer qu'on n'a pas pu trouver les matériaux. C'est le cas ici. S'il y a une raison pour laquelle on ne peut pas atteindre ces 70%, il faut pouvoir l'expliquer de façon assez large pour que ça soit valable. Mais il faut une vraie justification. C'est pas. Je continue. Est-ce que cet outil doit-il être utilisé dans des projets de valorisation ou restauration nature, par exemple pour la construction de tours d'observation en bois ou pour le déplacement de terre sur le même site lors de creusements de mares? Attends. Et donc, de manière générale, l'outil peut être utilisé dès que vous voulez avoir un plan de gestion de déchets de votre chantier. Donc, que ce soit celui-ci ou fondamentalement un autre, ça c'est peut-être libre à vous encore pour le moment, mais c'est à titre de pouvoir avoir une meilleure gestion de ces déchets. Donc, est-ce qu'il doit être utilisé Là, je sais, si la question c'est est-ce que le taux des 70% s'applique à ce genre à ce projet-là, ou est-ce que le document doit être utilisé en tant que tel, je ne sais pas très bien quelle est la question en fait. Tu veux que je la relise ou est-ce que... Non, mais je la vois, c'est juste, oui. Est-ce que la question c'est l'outil doit-il utiliser pour voir si on atteint la valorisation à 70%, ou est-ce que c'est l'outil en lui-même qui doit être utilisé? Si l'outil doit être utilisé, la réponse est non, si on arrive à gérer ces déchets d'une autre manière qui est tout aussi efficace. Si c'est pour savoir si dans les projets de type de valorisation, de restauration nature, il faut atteindre les 70%, ça va dépendre du projet, j'imagine. Okay. Alors, encore une question. Donc, c'est la personne qui posait la question sur le tonnage au début, qui demandait 25 mètres cubes de béton égale 23,25 tonnes. On parle de mètres cubes en vrac dans le conteneur, sinon 1 mètre cube de béton non armé égale 2200 kilos. Il y a un supplément d'information à cette question. Il voit que notre onglet conversion semble considérer que toutes les matières ont le même taux de conversion. Est-ce que c'est vrai? Non. Ok. Si dans l'onglet conversion, on voit que par exemple les emballages en papier, 0. Alors, parce que c'est pas moi qui ai cet onglet-là. Je vais revérifier cette question-là. Ouais, pas de souci. Monsieur, on pourra vous renvoyer une réponse si vous souhaitez par email de toute façon. Comme ça nous laisse le temps de creuser la Je ne question. sais pas exactement comment la feuille a été construite, mais l'information qui est reprise ici, c'est le taux de conversion, ça va être celui-ci, évidemment. Voilà, je propose qu'on passe du coup à la partie sur les substances. À moins que tu avais autre chose à ajouter, peut-être, Sophie? Non, c'est tout. Si vous avez des questions, donc l'outil sera disponible sur le portail environnement et déchets de construction, je pense. Dès qu'il sera en ligne, nous vous informerons. Et si vous avez des questions quant à l'utilisation ou des remarques, par exemple, vous voyez encore une petite erreur ou quoi,
n'hésitez pas à m'envoyer un mail et comme ça, nous pourrons toujours essayer d'avoir le meilleur outil à disposition pour tout le monde. Et merci de votre attention. Juste, Sophie, dernière question, pardon. Y aura-t-il des formations pour le personnel et le personnel des entrepreneurs? Aujourd'hui, c'est pas encore prévu, mais si c'est une demande du secteur, ben, ça peut peut-être s'envisager, oui. Juste, je rappelle aussi que donc, le webinaire est enregistré et donc vous pourrez aussi revisionner cette présentation qui peut servir de formation aussi. Je Euh, peux déjà dire que mes collègues ont été extrêmement rapides et que l'information et l'outil présenté par Sophie vient d'être mis en ligne sur le portail environnement. Donc, on va vous envoyer rapidement le lien. Et j'ai une toute dernière question. Ah non, encore deux. Si le déchet, après peut-être qu'on va s'arrêter pour pas trop dépasser non plus le timing, mais donc Sophie, si le déchet est déposé dans une entreprise agréée, mais que celle-ci ne donne pas son taux de recyclage, comment compléter le document? Alors, ça, c'est une question classique qu'on reçoit. Donc, comme je l'ai rappelé dans le décret du 9 mars 2023, indique bien que il incombe au détenteur du déchet de la responsabilité jusqu'à la fin du cycle de vie. Donc, en effet, certaines entreprises aujourd'hui ne donnent pas leur taux de recyclage, mais l'utilisation de cet outil va justement va permettre de pousser les entrepreneurs et les entreprises agréées à avoir des meilleurs contrats et un meilleur transfert de données. Donc aujourd'hui, évidemment, il y aura toujours peut-être des informations que vous n'aurez pas la possibilité d'avoir, mais l'idée est vraiment de pouvoir aller dans la direction où on aura ces informations qui seront données parce que ce sera nécessaire des deux côtés. Et donc la dernière, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une précision. Est-ce qu'il serait possible d'indiquer la source des taux de conversion? Oui, tout à fait. C'est tout à fait possible. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Et donc, Tom, Bonjour, c'est bon, on entend bien. je vais partager aussi. Parfait. Vous voyez mon écran? Oui, c'est parfait. Ok, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Tom Haring, je travaille chez Buildwise comme expert chimie de bâtiment. Et comme vous avez déjà entendu, le français n'est pas ma langue maternelle, alors si je vais dire des bêtises, déjà mes excuses. Mais alors, aujourd'hui, je vais vous présenter notre plateforme Buildwise DNSH 5 qui est développée pour aider les entreprises de construction à rapporter plus facilement la conformité des produits de construction par rapport aux substances dangereuses. Le message principal de mon discours est simple. C'est une obligation de rapportage assez lourde et notre plateforme, en forme d'une base de données évolutive, peut vous aider pour collecter, vérifier et gérer les documents justificatifs. Voilà. Attends. Ah, voilà. Maintenant, il avance. Alors, ouais, le principe DNSH, vous connaissez sans doute déjà. Et vous savez, il y a 6 objectifs environnementaux dans la taxonomie européenne. Et alors, notre plateforme, il se focalise sur le 5e objectif, alors la prévention et la réduction de la pollution. Et les questions concrètes pour cet objectif est la suivante. Est-ce que mon projet augmente les émissions de polluants vers l'environnement et les occupants? Voilà, c'est alors dans ce cadre qu'on travaille. Et les critères DNH5 couvrent plusieurs aspects, comme vous pouvez voir ici. Ils ne parlent pas seulement de substances dangereuses dans le produit, mais aussi des émissions COV, des sites potentiellement contaminés et des nuisances pendant le chantier. Donc, quand on parle de DNH5, il faut bien comprendre qu'il s'agit d'un ensemble des exigences, pas un seul document à fournir. Voilà ce que je vous dis. Voilà. Il y a d'abord alors attends. Il y a d'abord les annexes annexe C qui s'appliquent à tout le matériau. C'est ça qu'on va parler surtout aujourd'hui. Mais alors, il y a aussi alors les exigences pour les émissions COV, les formaldéhyde et les composés carcinogènes volatiles, les questions de sites communs contaminés
et enfin la mesure à prendre pour réduire la nuisance du chantier. Voilà. Pour le parti COV, ça concerne alors les émissions de formaldéhyde et le composé volatile carcinogène. Et alors, il y a des exigences d'émission pour ces substances, pour tous les matériaux qui sont en contact avec l'air intérieur des bâtiments. Et ces exigences sont proches de certaines approches déjà connues, par exemple dans BREEAM. Et alors, plein de labels volontaires peuvent aider à démontrer la conformité aux ces exigences. Mais attention, tous les labels ne conviennent pas automatiquement. Mais à ce stade, cette partie n'est pas encore intégrée dans notre plateforme DNH5, mais c'est une piste possible pour une évolution future. Alors, pour le moment, on ne parle plus de ça. Alors, j'arrive un peu sur le point central de mon présentation et de notre plateforme DNH5, c'est la présence de substances dangereuses dans le produit de construction. Alors, ces exigences sont décrites dans l'annexe C que vous voyez à la côté droite. Il y a plusieurs points, plusieurs critères dans cette annexe. Mais d'abord, les critères de point A jusqu'à E, ils ne posent pas un souci parce que les entreprises pour les entreprises de construction, parce que ces critères s'appliquent à tous les matériaux et produits vendus sur le marché européen. Il s'agit d'interdiction ou de restrictions de matériaux contenant des substances nocives connues. Mais alors, lorsqu'un produit est autorisé à être vendu sur le marché européen, ces exigences doivent toujours être respectées. Alors là, pas de souci si vous achetez des produits, des matériaux de construction sur le marché européen, c'est toujours en ordre. Mais les critères en point F, ça pose plus de difficultés en pratique parce que ça concerne des substances soumises à une autorisation et surtout les substances candidates à la liste d'autorisation. Et c'est précisément sur cette partie que notre plateforme apporte une aide concrète. Voilà, vous le voyez ici. Alors, le DNH5 interdit, le point F interdit certaines substances s'il y a présente au-dessus de 0,1% en masse. Et alors, dans le point F, on peut distinguer deux catégories. D'un côté, c'est les substances soumises à l'autorisation. Ils sont décrits dans l'article 57 du règlement REACH. Tous ces composés sont présents dans une base de données sur le site web de ECHA. Et deuxième partie, il y a toutes les substances candidates à cette liste d'autorisation depuis minimum 18 mois. Et ça, c'est ce qu'on appelle les fameuses substances of very high concern, le SVHC. Et alors, quand on parle de ces deux catégories, il faut savoir d'abord, pour la première catégorie, il n'y a de nouveau pas vraiment un souci parce que ces substances peuvent être seulement utilisées si le fabricant du substance chimique a démontré qu'il n'y a pas une alternative et que l'utilisation dans son produit ou dans le produit qu'il a utilisé, les substances, se passe dans des conditions contrôlées. Et dans ces conditions, le DNH5 permet une dérogation. Mais pour la deuxième catégorie, alors les substances SVHC ou les substances sur liste candidat pour autorisation, nous n'avons pas cette restriction. Ces substances peuvent être présentes dans le matériau de construction. Et c'est justement là qu'il y a la difficulté, parce qu'alors les entreprises, il faut avoir la possibilité pour prouver avec des documents fiables et récents que ces substances ne sont pas présentes dans le matériau qu'eux, ils ont appliqué. Voilà. Alors, comment les entreprises peuvent prouver que ces substances ne sont pas présentes? En principe, les fournisseurs ont déjà certaines obligations liées à règlement REACH. Il faut savoir si un article, un matériau contient une substance SVHC au-dessus de 0,1%, ils sont obligés de fournir une information à leurs clients professionnels et même les consommateurs non professionnels peuvent demander ce type d'information. Donc, sur papier, l'information devrait exister. Mais en pratique, ce n'est pas toujours facile à obtenir, ni présente dans un format directement exploitable pour un rapportage.
Alors, où on peut trouver ces données? Attends, tout de suite tout montrer. Il y a plusieurs possibilités. D'abord, une déclaration de conformité du fournisseur par rapport à la taxonomie. Alors, certains fabricants de matériaux ont vraiment mis disponible des notes pour déclarer de conformité aux critères de taxonomie. Alors, ça, c'est assez facile. Ensuite, il y a des fiches de sécurité qui contiennent l'information sur la présence de substances dangereuses. Alors, pour tout le matériau de construction qui considéré comme un mélange chimique, par REACH, une fiche de données de sécurité doit obligatoirement être disponible. Et alors, les utilisateurs peuvent utiliser ces fiches de données de sécurité pour prouver la conformité. Mais pour d'autres types de matériaux, comme un panneau, qui ne sont pas vraiment un mélange chimique, ces fiches de sécurité n'est pas obligatoire. Une autre possibilité est une fiche de déclaration environnementale, DEP ou EPD en anglais. Ça contient aussi souvent une information sur l'absence de substances SVAC. Et autre possibilité, c'est tous les documents fiables qui attestent qu'un produit contient pas de substance SVAC à une concentration de supérieure à 0,1%. Ça peut être un rapport d'essai, une liste des ingrédients, certaines fiches techniques, mais ça c'est assez rare. Voilà. Voilà, je vais vous montrer vite encore quelques exemples. Ici, c'est une déclaration par un fournisseur. Ici, c'est une fiche de Knauf. Ils ont vraiment mis très clairement que le matériau ne contient pas conforme à toutes les exigences de taxonomie. Et quand on va regarder en détail, point 8 ici sur la deuxième page de ce document, c'est clairement mis que le point F, que le matériau est conforme et que le produit ne contient pas de substances du liste candidat pour autorisation. Alors, ça c'est assez clair si vous avez un document comme ça. Ici, il y a l'exemple d'une fiche de données de sécurité d'un produit de peinture. Et là, il y a d'infos qu'on peut trouver dans le rubrique 3 qui donne un peu d'informations sur le composant. Alors, s'il y a des composants du type SVAC présentes à une concentration supérieure à 0,1%, c'est obligatoire qu'ils sont mis dans ce tableau ici. Alors, vous pouvez le consulter là-bas. Mais en général, plus simple, c'est regarder dans le rubrique 15 qui donne les informations relatives à la réglementation. Et là, c'est toujours mis si des substances extrêmement préoccupantes, des SVAC, sont présentes. Alors, dans cet exemple, c'est OK, aucune des composants est présente. Voilà. Ici, c'est un autre exemple d'une fiche de sécurité. Et ici, il y a une substance de very high concern SVAC qui est présente, c'est l'isomélamine. C'est une peinture antiluminescente, anti-feu. Et voilà. Et alors, ça, c'est un exemple d'un produit qui contient une substance SVAC. Et on peut trouver ça dans la fiche de sécurité, dans le rubrique 3 et le rubrique 15. Dernier exemple, une fiche EPD ou DEP. Voilà, et là, c'est souvent dans le chapitre 2 qui donne l'information sur le produit, qui a un petit paragraphe avec les informations sur la présence de substances de type SVAC. Et voilà, ici, on voit pour ces panneaux de Unilin qu'aucune substance SVAC est présente à une concentration supérieure à 0,1%. Alors, ce sont tous des exemples de documents que vous pouvez utiliser pour prouver la conformité. Mais alors, voilà. En pratique, la difficulté, c'est que ces réglementations, ces exigences, ça concerne tout le produit de construction. Alors, sur un chantier, vous pouvez voir, c'est énormément de travail il y a plein de matériaux de construction qui sont utilisés. Et il n'existe pas une liste simple de produits à risque ou sans risque. Alors, il faut vraiment commencer à collectionner les preuves pour tous les matériaux qui sont utilisés. Et alors, ces données ne sont pas toujours facilement disponibles. Alors, il faut les demander chez le fournisseur, chez le fabricant, ou vraiment commencer à chercher. Alors, démontrer la conformité à cette exigence prend beaucoup de temps
et les documents doivent être en plus doivent être très récents parce que les listes avec les substances sur la liste candidat est mise à jour plusieurs fois par an, en général 2 fois, même 3 fois par an. Il y a des substances qui sont ajoutées et on a vu que tous les composés qui sont déjà sur la liste depuis 18 mois ne peuvent être pas présents. Alors, ça veut dire en théorie qu'un document qui date de 3 ans ne donne pas vraiment une garantie qu'un composé qui est plus récemment ajouté sur la liste candidat est présent ou non. Alors, ça complique encore plus les rapportages. Voilà ce que j'ai déjà dit. Alors, pour vous aider, Buildwise a développé une plateforme DNS5. Et cette plateforme, il s'agit d'une base de données évaluative avec des documents justificatifs. La plateforme permet de collecter, de vérifier et de gérer ces documents de manière centralisée. Et les plateformes intègrent une vérification automatique de la conformité aux critères SVHC grâce à une application de IA. L'idée n'est donc pas seulement de stocker des fichiers, mais vraiment d'aider vous, les entreprises, dans votre travail de démonstration. Là, je vais... Ah oui. D'abord, encore, l'accès à la plateforme est gratuit, mais pour avoir accès, il faut demander l'accès via mail à moi. Alors, vous trouvez mes coordonnées là-bas. C'est tom.haring@buildwise.be. Et la plateforme, il consiste de 2 bibliothèques SharePoint. Je vais vous montrer tout de suite. La première bibliothèque sert à uploader, à déposer le document. Et ensuite, on va avoir une complétation automatique de tous les métadonnées dans la base de données par notre application intelligence artificielle. Et une fois que ça c'est fait, ça prend un certain temps, vous allez recevoir un message et vous êtes demandé pour vérifier que toutes les données qui sont complétées automatiquement sont correctes. Il faut cocher un case que c'est le cas et après, les documents sont validés et passent vers la deuxième bibliothèque que tous les utilisateurs peuvent utiliser pour consulter le document et faire des recherches sur les documents présents. Voilà, moi, ça va être plus clair avec ces vidéos. Alors, ici, on va, comme exemple, un document, une fiche de données de sécurité d'un produit de Wienerberger. Voilà, dans la base de données SharePoint, on peut faire un upload du document. Ici, c'est un document, mais si vous avez collectionné plusieurs documents, même 100, 200, pas de souci. Tu ne dois pas le faire un par un. Tu peux faire vraiment dans un groupe, en batch, toute une série de documents. Et alors, tous les métadata que vous voyez, tous les colonnes vont être remplis automatiquement. Si ça fait tout de suite, ça donne l'impression que ça fait tout de suite, mais en réalité, ça va prendre quelques heures avant que l'outil a vraiment passé ce travail. Alors, une fois que vous avez mis le document, il faut revenir. Normalement, vous devez recevoir un mail une fois que le document est là. Et vous pouvez trier dans la base de données sur l'utilisateur qui a ajouté le document. Comme ça, vous pouvez trouver le document. Ensuite, vous vérifiez que toutes les colonnes sont correctes. Et si c'est le cas, il faut juste cocher la colonne vérification. Et après, comme vous avez vu maintenant, le document est déplacé automatiquement vers la deuxième base de données, Verified Documents. Et là, alors, le document est disponible pour être consulté par tous les utilisateurs. Et dans ces bases de données, voilà, on peut trouver par nom de produit, par fabricant, aussi les chapitres et les tomes du CCTB. Voilà, alors c'est assez facile à retrouver un document après. OK, voilà. Ici, on va cette base de données avec le document vérifié maintenant. Alors, vous voyez, il y a tous les fichiers sont dedans. Vous pouvez les consulter. Vous pouvez les trier par type de document. C'est clairement mis si le document montre que le produit est conforme aux exigences SVAC. Mais vous pouvez aussi faire les recherches sur le fabricant, sur le nom du produit et sur le tome et les chapitres CCTB. Alors, c'est assez facile pour retrouver des produits.
Voilà. Voici. Merci beaucoup. Je vois. Moi, si encore des questions, je suis là. Et encore une fois, alors pour avoir accès, il faut m'envoyer un mail et après je vous donne accès. Voilà, et j'espère que cette plateforme peut vous aider à structurer votre rapportage. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Actuellement, il n'y a pas de questions. Est-ce que je peux partager le lien de la plateforme dans la discussion? Oui, bien sûr. Attends, je coupe le partage chez moi alors. Oui, oui. Voilà. Peut-être qu'on peut rester encore quelques secondes, le temps de voir s'il y a une question ou l'autre. Bien, je ne vois pas de questions. Ouais, je suppose que Tout- c'est quelque chose pour découvrir, pour regarder, faire la oui. l'aise. Et donc, Et toutes après, les si des gens ont des questions, n'hésite pas à me contacter via mail. Oui, voilà, de toute façon, les présentations seront envoyées à tous les participants avec le lien replay de la vidéo. Donc, n'hésitez pas vraiment à recontacter les personnes pour poser des questions ou à revisionner. Je vois que c'était très Ah ouais. simple et très utile. Merci, Tom. Ouais, Ouais. très chouette. Il y a aussi, on a aussi écrit un petit article sur le site web Buildwise pour un peu expliquer la plateforme. Mon collègue Eleonore a juste mis le lien dans le chat. Ça, c'est peut-être aussi utile Ah qu'on le oui. partage cet lien avec tous les gens qui étaient présents, parce que là, tu as aussi un peu l'explication de la plateforme et aussi les vidéos. Ça peut être utile. Super. Eh ben, merci beaucoup. Sylvie, est-ce que tu voulais dire un petit mot pour clôturer? Voilà qui clôture voilà ce webinaire. Donc, je pense qu'on a tenu le timing, ce qui est pas mal. Merci aux orateurs. Voilà, merci à Tom, Anne et Sophie particulièrement, et puis à Mbuild aussi pour l'organisation. Voilà, vous avez des renseignements, vous avez des emails, des liens, et donc il n'y a plus qu'à vous souhaiter bonne continuation dans la mise en œuvre du DNSH. Merci à tous et À très très bonne journée. bientôt, Au merci. revoir, bon Au après-midi. revoir, merci. Merci à tous.